Nous allons étudier la conclusion de l'essai des coches, à savoir les 2 derniers paragraphes. Alors à la lecture, on a pu voir que l'essai commençait par une première idée, qui est exprimée au tout début, dans le premier paragraphe, à savoir que finalement notre connaissance est assez limitée et que par exemple nous ne connaissons pas l'explication d'un certain nombre de phénomènes, et il prend pour exemple l'éternuement. Puis il glisse par différents biais, à savoir le fait que par exemple nous ne connaissons pas la cause du mal de transport, et il va glisser comme ça à la question des voitures. Et puis il va glisser encore, puisqu'il parle des voitures en temps de guerre, qui sont utilisées en temps de guerre, et il arrive à la question des voitures utilisées comme instrument de propagande par les puissants, par ce qu'on pourrait appeler des tyrans. Dans cette première partie de l'essai, Montaigne ne vise pas un pays en particulier. Il n'est pas là pour dénoncer, par exemple, le gouvernement de la France. Il réfléchit d'une manière théorique, d'une manière philosophique, et il prend ses exemples dans le monde antique principalement. En fait, il se place dans une tradition de réflexion qui est une tradition humaniste, puisque dès le début du XVIe siècle, les premiers humanismes comme Thomas More vont réfléchir sur la question du bon prince, c'est-à-dire du bon gouvernant. Et il y a quelqu'un qui a réfléchi plus que les autres, en quelque sorte, sur cette question-là, qui est Étienne de la Boétie, l'ami cher de Montaigne, qui est mort jeune, et dont Montaigne va regretter toute sa vie cette mort qui, pour lui, a été une vraie désolation. Or, Étienne de la Boétie, dans le discours de la servitude volontaire, a cherché toutes les causes de cette idée de servitude volontaire, c'est-à-dire comment un peuple finalement croit qu'il a devant lui un gouvernant qui est le meilleur du monde possible, qui est quelqu'un vraiment qu'il aime, auquel il adhère volontairement, sans se rendre compte qu'en réalité il est manipulé par lui et qu'en réalité ce gouvernant n'est pas du tout un bon gouvernant. Donc cette critique-là, cette réflexion, c'est une réflexion qui est importante pour les humanistes. Et d'autant plus que très rapidement, il va y avoir des troubles en Europe liés à la question de la réforme. Il va y avoir donc des guerres de religion qui vont agiter l'ensemble des différents pays. Et il va y avoir donc véritablement une réflexion très forte sur ce qu'est un bon gouvernant dans un contexte comme celui-ci. Dans les cannibales, il y a un ton un petit peu différent, puisque dans les cannibales, Montaigne utilise très souvent l'ironie, il essaye d'être dans une démonstration, alors que dans les coches, la critique est vraiment beaucoup plus directe. Il explique et il donne son avis d'une manière beaucoup plus évidente, que ce soit donc pour la critique de la manipulation politique, mais également lorsque dans la seconde partie, il va dénoncer la colonisation. On sent bien que 8 ans après, Montaigne n'est pas tout à fait sur les mêmes dispositions. Il est bien plus en colère, il est bien plus dans une volonté de dénoncer les choses, et cette fois-ci, il va véritablement expliquer ses idées sans prendre de gants en quelque sorte. Alors la deuxième partie effectivement de l'essai des coches, elle arrive, page 92 dans notre édition, elle arrive avec cette phrase qui est également la phrase du parcours « Notre monde vient d'en trouver un autre ». On a l'impression que d'un seul coup il passe à autre chose et on ne voit pas tout à fait le lien, et en particulier la question des voitures disparaît complètement dans cette seconde partie où il va vraiment critiquer la colonisation, et il va laisser de côté cette question des voitures, et c'est seulement donc dans notre texte, dans les 2 derniers paragraphes, qu'on va avoir cette idée de voiture qui va revenir. Alors la critique de la colonisation, c'est une critique qui est également une critique vive, une critique directe, où il va de nouveau donner la parole aux Amérindiens. On a vu qu'à la fin des cannibales, il donne la parole aux Amérindiens, il les a rencontrés, c'est une vraie parole. Dans les coches, il ne les a pas rencontrés, c'est une parole fictive. Il invente un personnage qui va répondre aux conquistadors et qui va rétablir la vérité.
Donc on voit que, en fait, le lien entre la première et la deuxième partie, la critique de la manipulation politique, eh bien, on va la retrouver exactement de la même manière dans la deuxième partie. Ce n'est pas évident, mais à la réflexion, ça apparaît assez clairement. Les colonisateurs ont voulu manipuler les Amérindiens. Ils ont voulu leur faire croire qu'ils étaient de bons gouvernants, qu'ils étaient supérieurs à eux, qu'ils allaient les gouverner pour leur bien. Et véritablement en leur montrant ce qu'était un bon gouvernant et donc en faire un peuple aimant. Et évidemment, Montaigne montre qu'il n'en a rien été et il montre surtout que les Amérindiens ont tout de suite compris quelle était la manipulation, quelle était en fait la servitude volontaire qu'on voulait leur imposer. Et donc, on voit tout à fait qu'en réalité, le lien, il est bien présent entre la première partie et la deuxième partie de l'essai. Alors, cette clôture, elle s'organise autour de deux grands mouvements qui sont assez clairs et il y a même une articulation entre les deux. Donc, dans le premier paragraphe, on va avoir la fin de la description des civilisations amérindiennes. Et puis, dans le deuxième paragraphe, il va avoir le lien direct avec les voitures et les deux paragraphes se font écho. Le début de la première phrase, quant à la pompe et magnificence par où je suis entré en ce propos, eh bien donc cette première phrase nous permet de bien comprendre qu'on est là rentré dans la conclusion, avec en particulier par où je suis entré dans ce propos, puisqu'effectivement il est entré dans ce propos sur la question du luxe, la question des symboles de puissance. Et donc là en fait il va avec cette idée de pompe, c'est-à-dire de déploiement du luxe pour rendre magnifique, c'est le sens de magnificence, donc il va revenir sur cette question de la manière dont les rois, cette fois-ci les rois aztèques et incas, ont en fait utilisé le luxe dans leur civilisation. Et on va voir évidemment que c'est vraiment l'exact contraire de ce qui s'est passé dans l'Antiquité et donc en fait dans notre civilisation. Donc autant chez nous, les rois dans l'histoire ont essayé de manipuler l'opinion pour imposer par des signes extérieurs de richesse leur autorité. Ils ont ainsi comblé leur manque de charisme, leur impopularité auprès de leur peuple. Et en réalité, Montaigne va nous montrer que ça a été l'inverse pour les Amérindiens et pour les rois du Pérou, les rois de Mexico. La comparaison se fait avec l'ensemble dans l'Antiquité. C'est pour ça qu'il cite les trois nations, Grèce, Rome et Égypte. C'est bien une comparaison entre les Amérindiens et l'ensemble de l'Antiquité. Alors quand on sait que pour un homme de la Renaissance, l'Antiquité c'est vraiment le modèle absolu, eh bien ça veut dire vraiment que les Amérindiens surpassent même ce qui est pour un Européen le modèle même de civilisation. Donc on voit à quel point c'est fort. On a également, pour insister sur cette idée, une autre comparaison qui se fait avec les trois mots utilité, difficulté, noblesse. Et donc on voit bien que ces trois mots montrent que les Amérindiens ont surpassé absolument en tout point l'Antiquité. Donc on a la négation, la triple négation, et d'un autre côté les trois mots qui sont mis en parallèle pour vraiment affirmer la supériorité absolue des Amérindiens. C'est des rythmes ternaires qui accentuent cette idée-là. Il va donc faire une description d'un chemin. Et dans cette description, on va tout de suite comprendre cette supériorité. Il y a tout d'abord des détails qui vont montrer l'exploit de cette route, puisque dans la parenthèse, il nous donne le chiffre exact, ce qui correspond à 1400 km, pour se faire une idée. Et non seulement il s'agit d'une route qui est un véritable exploit technique, mais c'est une route également qui est très stratégiquement construite.
En effet, ce n'est pas une simple route, c'est une route qui est conçue pour protéger les personnes qui l'utilisent. C'est une route qui est pavée, donc il y a vraiment cette idée d'utilité. C'est une route qui est protégée par des murailles et il y a même des ruisseaux à l'intérieur qui permettent eh bien, l'approvisionnement, notamment en eau pour les bêtes qui servent au transport. Donc cette route est pensée d'une manière stratégique, avec le pavé pour aller plus vite, les murailles comme protection. Elle montre qu'il y a un vrai savoir-faire technique et surtout on voit qu'elle est pensée dans sa globalité puisqu'il y a un système de relais avec des palets qui sont conçus justement pour ce rôle précis de relais pour les voyageurs puisqu'il y a l'accumulation avec les vêtements et les armes, avec les vivres. Donc en fait, elle est pensée pour l'ensemble du peuple. Elle est pensée pour un usage privé, pour les voyageurs, et elle est pensée également pour un usage public, puisqu'il s'agit aussi pour les armées de pouvoir se déplacer plus rapidement. Enfin, pour compléter toute cette description, il insiste avec la répétition d'adjectifs beaux sur le côté esthétique de cette route, avec les beaux arbres, les beaux palais, et il insiste également sur l'exploit technique, puisque la difficulté vient de la géographie naturelle du pays, avec les montagnes, les rochers, donc une géographie qui est un obstacle majeur, et il souligne, avec des phrases négatives, qu'ils ont vraiment eu un manque de connaissances, et que malgré ce manque de connaissances techniques, eh bien, ils ont surpassé véritablement tout ce qu'on pouvait voir. Donc c'est vraiment une manière de faire un éloge particulièrement vif de ces capacités techniques, de cette prouesse.